Bonjour Dorine, vous êtes formatrice et coach au sein de l'organisme QRP International, un organisme de formation spécialiste des formations en conduite du changement et des formations en bonne pratique managériale notamment. Avant d'aller plus en profondeur, on peut déjà commencer à se dire que le changement fait partie de la vie d'une entreprise. Toute entreprise qui veut grossir est appelée à changer, c'est-à-dire à passer d'un état à un autre. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est que l'être humain a un peu, il n'aime pas le changement. Il n'aime pas le changement, donc ce qui est un peu problématique quand on se dit que le changement fait partie de la vie d'une entreprise. Donc, quelques statistiques, qu'est-ce qu'on peut dire ces dernières années, en 20 ans, on a une multiplication des projets de management. On a aujourd'hui une multiplication des projets de management. Thibaut a parlé du digital qui implique qu'il y ait du changement aujourd'hui. Et donc, ça fait vraiment partie de la vie d'une entreprise, ce qui est un peu, on va dire, en contradiction avec le fait de se dire qu'on n'aime pas le changement et que l'entreprise n'aime pas le changement. En tout cas, les collaborateurs n'aiment pas le changement. Donc, c'est ce qui explique qu'aujourd'hui, on a 60% des projets en conduite de changement qui connaissent un échec. Donc, qu'est-ce que j'entends par connaître un échec? Ce sont des projets qui n'aboutissent pas, qui ne se terminent pas dans les temps et qui, par conséquent, vont engendrer une perte financière assez conséquente, sans oublier tout le mal-être que ça peut engendrer pour les collaborateurs. Donc, aujourd'hui, le défi du manager, c'est aussi de répondre à cela. C'est un des défis. C'est comment est-ce que je conduis le changement? Comment est-ce que je conduis cette période de transition entre l'état qu'on connaissait avant et l'état vers lequel on veut tendre. Donc, c'est vraiment cet enjeu-là. Et c'est important pour le manager pour s'approprier ce rôle-là, tout simplement parce que c'est lui qui est le proche des équipes. C'est lui qui voit des collaborateurs de terrain, c'est lui qui discute avec eux. Donc, c'est lui qui est en capacité de défendre le projet qui est porté par l'entreprise, qui permet de passer d'une étape à une autre. On en connaît, ces changements sont communs à tout type d'entreprise qui veut grossir. Donc, le premier type, c'est le changement stratégique. Qu'est-ce qu'on entend par là? C'est une entreprise qui change sa feuille de route. Donc, elle était sur une pratique et elle décide complètement de basculer sur une autre chose avec un changement de cible. C'est ce qu'on a connu notamment avec Facebook qui, en devenant Meta, voulait changer sa stratégie et s'orienter sur quelque chose d'autre. Donc, on parle d'un changement stratégique dans ce cas-là. On a un changement structurel, donc là, c'est l'organisation qui modifie son mode de fonctionnement. On n'a pas un changement de vue, mais c'est plus, ça peut être des fusions de départements, par exemple, ça peut être des fusions d'entités qui changent la façon dont l'entreprise va fonctionner. On a un changement qui peut être orienté plus en termes de processus. Donc là, on va modifier les processus opérationnels. Ça peut être l'installation d'un ERP, par exemple. Donc voilà, qu'est-ce qu'on peut connaître d'autre? Un changement qui est orienté, on va dire, dans le développement de talent. Donc, on se dit, OK, puisque j'ai changé mes process, puisque j'ai changé la structure de mon entreprise, là, il faut que je mette au niveau, si on peut le dire comme ça, mes collaborateurs. Donc, on va avoir des formations, des coachings, et ça aussi, ça nécessite d'accompagner les collaborateurs et de gagner leur adhésion. Et le dernier type qu'on va avoir, c'est le changement qui va être plus orienté culturel. Donc, une entreprise qui change sa culture d'entreprise, qui revoit ses valeurs et les comportements qui doivent s'adapter à ces nouvelles valeurs. Ce qu'on peut noter comme exemple, c'est toutes les entreprises qui se sont orientées un peu plus sur des problématiques RSE, par exemple. Donc, ce qui implique un changement de comportement, une revue de la façon dont on fonctionnait pour caler un peu plus avec ces nouvelles exigences-là. En termes le challenge pour le manager, effectivement, il est grand parce que non seulement il doit convaincre son équipe, mais il doit être lui-même convaincu par le projet qu'il va défendre. Et ça, c'est là on voit aussi, on peut avoir une forme de tension pour le manager parce que c'est lui qui doit défendre. Alors, il doit défendre un projet et il doit être porteur de ce projet. Donc, c'est là où l'entreprise, de manière globale, qui insuffle le changement, doit aussi embarquer le manager. Comment est-ce que je l'amène à être convaincu de ce qui arrive? Et pour ça, ça nécessite qu'il soit déjà impliqué en amont. Il soit impliqué en amont pour qu'il puisse faire un transfert de ce qui lui est donné, qu'il s'approprie cette nouvelle culture si on est sur un changement culturel. Donc ça c'est aussi, ça passe par des formations, ça passe
voilà, ça passe par des formations, ça passe par du coaching. Donc, il y a différentes choses qui permettent cela, mais l'implication est, j'ai envie de dire, c'est l'élément clé et une communication des personnes qui portent le projet de management. Parce que le manager est un relais de ce projet-là. C'est pas, généralement, il n'en est pas l'initiateur. Il le subit d'une certaine façon, si je peux le dire, il le subit comme les collaborateurs, comme l'ensemble des collaborateurs. Donc, la courbe du changement, ben, je tenais à aborder ce sujet. Comme je l'ai dit, le changement, on l'impulse pas. On l'impulse pas, donc ça crée une tension. Et on doit faire un deuil entre ce qu'on connaissait, l'état précédent, et vers où on doit aller. Donc, on est tous des êtres humains, on a des émotions, on ressent des choses. Et quand on a un changement qui nous a imposé, on passe par différentes étapes. Donc, on a la phase classique, on nous annonce le changement qui doit être fait. OK, ça va se passer de cette façon-là. Bah, la première réaction, c'est non, c'est pas possible. On ne peut pas changer. Donc, on passe dans le déni. Et toute cette phase-là, en fait, ce passage-là va engendrer des émotions qui très souvent sont assez des émotions fortes et qui sont très souvent en contradiction avec ce qu'on attend de nous. Et une fois le déni fait, ben, on doit se rendre compte que ben, la chose, elle est là. La chose, elle est là. Donc, il y a un état de colère qui s'installe aussi vis-à-vis du manager en l'occurrence, donc le collaborateur. Donc, ça va créer une tension au sein de l'équipe. Et là, c'est le mal-être, si je peux dire, qui va s'installer. Après cela, ben, on passe à l'étape de tristesse. Donc, bon, là, on se rend petit à petit compte qu'on n'y peut rien. On n'y peut rien. Donc, on doit faire le deuil de ce qu'on va laisser derrière nous. Et généralement, c'est une tristesse qui s'installe. Et une fois qu'on est passé à cette étape, là, la courbe, elle remonte parce qu'on passe en acceptation. Là, on se dit, le changement, il est là. Je n'y peux rien, d'une certaine façon, donc je dois l'accepter. Et aller vers le nouveau, je veux dire, la nouvelle trajectoire que veut l'entreprise, ce qui doit être fait. Et ben, c'est là où on a l'intégration. Et bon, là, les choses, on va dire, roulent un peu plus. On est dans une dynamique où on déroule notre changement. Et voilà, c'est ce que je tiens à dire, c'est que toutes ces étapes-là, elles sont importantes. Elles sont importantes pour le collaborateur, elles sont importantes pour le manager aussi. Comme je l'ai dit, le manager, il faut qu'il soit convaincu du changement. Et en étant convaincu, il faut qu'il passe ces étapes-là pour passer à la phase d'intégration qui va lui permettre, lui, de faire le relais auprès de ses collaborateurs. Donc, ce qu'on peut dire aussi, c'est que cet état émotionnel, en fait, que l'on voit dans le changement est souvent sous-évalué. On veut passer directement à l'étape, si je prends, voilà, à l'étape de déni, à une phase d'intégration, parce qu'on a des impératifs de délai, on a des impératifs financiers, donc il faut aller vite. Et justement, c'est en voulant aller vite qu'on va perdre un peu plus du temps. On va le voir un peu plus tard quand je vais, avec l'exemple que sur lequel on va s'habituer pour s'appuyer pour, illustrer tout cela. Donc, la courbe du changement, il est important de la respecter pour chaque collaborateur. Il est important d'accepter cet état émotionnel et de ne pas se focaliser sur l'aspect technique. OK, on a prévu cet aspect-là en étape 1, on doit passer à cette étape-là, ainsi de suite. Et là, bah, c'est sûr, la tension, elle sera un peu plus grande. Oui, ça peut être une option si le manager justement veut être dans une option de transparence, si je peux dire. C'est de la présenter, de dire, ça permet de dédramatiser la chose. De dire, OK, ce par quoi vous passez aujourd'hui, ça correspond à une réalité. Et tout le monde passe par là. Et dire, OK, tu es dans une phase de déni, c'est OK. Il y a pas de souci avec ça. Tu es dans une phase où tu ressens de la colère. C'est tout à fait, je veux dire, je veux dire, après, ça dépend aussi de la capacité du manager à communiquer sur cette courbe-là. Si le manager se sent suffisamment à l'aise à le faire, moi, je l'encourage à le faire. Mais il faut soi-même être à l'aise avec cet outil, avec ces différentes phases-là, pour pouvoir le dire aux autres. Donc, c'est un peu, on va dire, l'alerte que je peux mettre sur le point de se dire on va le communiquer à tous. Oui, on peut le communiquer, mais il faut savoir le présenter aussi. À un moment, il faut avancer parce il y a des deadlines à tenir. Il faut avancer, mais on peut avancer en impliquant les autres, justement. Après, bien sûr, l'implication, il faut savoir qui on va mettre dans un premier temps, dans le niveau de réflexion, on va dire, le plus haut.
avant de passer dans l'étape, le manager qui se fait le relais, c'est d'impliquer les personnes qui vont être le plus impactées, parce qu'elles sont les plus impactées, donc elles vont être impliquées, parce qu'elles se sentent concernées, mais c'est important, en tout cas, je pense que je l'ai dit, c'est impliqué, ça prend du temps, mais vous allez prendre encore plus de temps si vous ne le faites pas, parce que là, c'est certain, il y aura encore plus de réticence, il y aura encore plus oui, de résistance et d'opposition à ce changement-là. On a des délais, oui, on a des délais, mais plus on va impliquer les personnes dans le respect de ces délais, plus ce sera bénéfique. Ah, bien sûr, il y a des outils justement qui vous permettent, et ça peut être des outils acquis sur des formations ou via des coachings, il y a des outils qui vous permettent de mobiliser vos collaborateurs en étant dans le cadre, en fait, en étant dans les deadlines que vous êtes prévus. Mais en tout cas, pour moi part, c'est important de le faire. C'est important d'impliquer et il faut le faire, il faut savoir le faire aussi. Il faut savoir le faire et si c'est mal fait, il y a des chances qu'on déborde énormément sur les deadlines qui sont prévus, mais il faut prendre en considération cet état-là. On va rentrer un peu plus dans le vif du sujet, si je peux dire, avec un exemple, et cet exemple va nous permettre de voir comment le manager il peut être acteur du changement. Donc là, je vais aborder un sujet, voilà, un sujet que j'ai eu abordé auprès d'un client. Le contexte, on avait une nouvelle direction qui était créée, donc on est sur un changement plutôt structurel, avec une fusion de départements qui va nécessiter que les équipes qui ne se connaissaient pas travaillent ensemble, sachant que dans cet exemple que je vous présente, les nouveaux collaborateurs étaient repartis dans différentes régions du monde. Et chacun des collaborateurs qui étaient amenés à rejoindre le nouveau département avait des responsabilités assez fortes. Donc là, vous avez des personnes qui avaient des responsabilités fortes, qui se retrouvent dans une position, on va dire, de perdre ses responsabilités d'une certaine façon et qui perdent aussi un niveau hiérarchique. Donc, c'est comment est-ce qu'on va gérer cette étape-là, c'est-à-dire le changement de fonction, mais aussi tout ce que ça provoque émotionnellement. Gérer aussi les égos qui vont être présents et comment est-ce qu'on va réussir à regrouper deux entités qui étaient totalement différentes vers un même objectif, vers des process qui sont communs, vers une nouvelle vision. Donc, clairement, pour le manager, l'enjeu, c'était de faire adhérer les collaborateurs aux nouveaux objectifs. Il y avait des nouveaux objectifs qui étaient entendus de la direction, donc il fallait que les collaborateurs adhèrent pour eux-mêmes pouvoir être relais et faire leur job le mieux possible. Donc, c'est créer un sentiment d'équipe dans ce cas-là. Pour le manager, c'est ça. C'est comment est-ce que je crée une nouvelle équipe. C'est pas un groupe de personnes qui se voient, qui se réunissent plus ou moins lors de réunions d'équipe, mais des personnes qui travaillent ensemble, qui se sentent appartenir au même groupe, avec une vision partagée, avec des objectifs communs, avec voilà, un sentiment d'appartenance assez fort, avec une forte collaboration qui permettrait à cette nouvelle entité-là de développer une performance commune, d'être dans la collaboration effective. Donc, ça passe par quoi? On a vu précédemment la courbe du changement. Pour le manager, il était impératif de prendre en compte l'aspect émotionnel de la courbe du changement. Il était important de le prendre en compte pour être à l'écoute de chaque collaborateur. Parce que, comme je l'ai dit, vous avez des collaborateurs qui viennent d'horizons différents, avec des responsabilités assez élevées, qui se retrouvent et qui se disent, mais pourquoi ça m'arrive? Pourquoi je suis là? Qu'est-ce que ça va réellement m'apporter? Donc, c'est de prendre en compte, le manager a eu à prendre en compte cet état-là, ce qui était assez compliqué pour le manager parce que, bon, c'est pas, on va dire, c'était plutôt quelqu'un qui était organisé, orienté rationnel, si je peux dire. Ça ne veut pas dire que des personnes rationnelles ne peuvent pas exprimer des émotions, mais ça veut dire on a quand même face à nous un manager qui est plutôt orienté dans du déroulement opérationnel, dans du process, et qui là devait faire face à des collaborateurs qui avaient besoin d'être entendus, d'être compris dans leur désarroi, voilà, si je peux le dire ainsi, pour que par la suite ils puissent être impliqués. Donc là, c'était la première étape. Comment est-ce qu'amener à cela et qu'est-ce qu'on a eu à faire, c'est de permettre au manager d'avoir une vision en fait de chacun des collaborateurs,
mieux comprendre chacun des collaborateurs pour pouvoir développer une empathie. Et ça passait par quoi? Par du questionnement. On va se mettre dans une position de coach, si je peux dire. On va écouter ses collaborateurs. On ne va pas chercher à les convaincre. On va d'abord les écouter, essayer de comprendre pourquoi ils sont dans cet état-là, sans rentrer dans un jugement. On prend les choses telles qu'elles sont. Ok, tu n'es pas content, je l'entends. Et qu'est-ce que je pourrais faire pour que ça aille mieux? Mais on écoute le collaborateur. On ne cherche pas à convaincre et c'est c'est ce vers quoi on a amené le manager en question. Le deuxième point, c'était d'impliquer les collaborateurs. Comme je le disais précédemment, l'implication, c'est l'élément clé. Vous n'avez pas les collaborateurs impliqués en tant que manager, vous n'y arrivez pas. Dorine, excusez-moi. Excusez-moi de vous interrompre. Par rapport à ce que vous venez de dire, et dans ce cas précis, Nicolas, si tu peux revenir sur la slide, voilà. Dans ce cas précis de création de nouvelles directions, comment est-ce que de manière concrète aujourd'hui, dans une formation qui va permettre à un manager de l'aider dans cette phase de transition, dans ce changement, qu'est-ce qui est évoqué dans la formation ou quels sont les points clés de la formation qui sont abordés pour aider les personnes justement à ces phases de changement? À ces phases de changement, notamment sur l'aspect émotionnel, qu'est-ce qu'on va avoir comme type de formation? Ça va être la communication, comment est-ce que je comprends les émotions de l'autre, comment est-ce que je les reçois. Donc je les reçois et j'essaie de communiquer de façon à ce que mon collaborateur soit compris. Donc ça va être ce type de formation qui va permettre de mobiliser des outils comme la ProcessCom, qui permettent de se comprendre soi d'ailleurs, parce que tu as parlé tout à l'heure de la conviction que le manager doit avoir. Donc ça passe aussi par ça. Donc cet élément-là permet de le comprendre pour pouvoir comprendre aussi les mécanismes de fonctionnement du collaborateur. Pourquoi est-ce qu'il réagit d'une certaine façon? Donc ça, c'est vraiment l'un des éléments, en fait, l'élément de communication. On va aussi avoir pour le manager des formations du type comment je renforce ma confiance, comment je vais renforcer ma confiance en moi pour pouvoir justement aller avec, on va dire, assertivité pour parler à mes collaborateurs et pouvoir leur apporter des éléments en étant dans l'écoute, mais aussi en disant et en présentant le changement comme quelque chose d'inhérent à l'entreprise à ce moment-là, mais avec beaucoup de bienveillance. Donc ça passe aussi par des formations qui vont permettre de renforcer sa confiance, de développer une assertivité, qui permettent d'exprimer ces éléments-là. Et qu'est-ce qu'on peut avoir? Des formations de manière globale sur le développement personnel, donc autour des soft skills que vous pouvez avoir qui sont aujourd'hui attendus du manager. On retrouve énormément des problématiques autour de la bienveillance, de la communication, comme je l'ai dit, du renforcement de son estime de soi. Donc, on a toutes ces formations-là qui permettent la gestion du stress. Tu en as parlé tout à l'heure, Thibaut. Oui. Donc, ça rentre un peu dans ce cadre-là. Là, je vais peut-être pas toutes les dérouler, mais c'est des éléments qu'on va avoir. Et je ne sais pas si ça répond à ta question, Thibaut. Oui, tout à fait. Voilà, c'était juste pour avoir une compréhension un petit peu plus orientée sur la formation en elle-même. Merci. Tout à fait. Ok, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? L'implication, j'en ai parlé. L'implication, c'est un élément important. Est-ce qu'on peut revenir sur la slide précédente, s'il te plaît? L'implication des collaborateurs dans la définition de l'identité. Donc, l'implication est passée par quoi? Ça passait dans le cas précis, c'était de créer une dynamique d'équipe. Donc, c'est passé par un coaching, c'est aussi pour la raison pour laquelle j'intervenais dans ce cas précis, c'est de mettre en place un coaching qui permette à la nouvelle équipe d'avoir une nouvelle vision. Et l'erreur qui avait été commise en amont par le manager et qu'il a pu rectifier avec l'accompagnement qui avait été fait, c'était de penser que ses objectifs à lui étaient compris par l'ensemble de l'équipe, ce qui n'était pas le cas. En tout cas, avec le coaching, c'est ce dont on s'est rendu compte, que l'équipe avait une vision complètement différente par rapport aux objectifs attendus par le manager et par le changement en question. Donc, le coaching a permis de faire un peu, d'avoir une vision commune sur ces objectifs-là. Qu'est-ce qu'on attend de nous en tant qu'équipe? Parce que pour impulser un changement, on ne peut le faire que si on sait pourquoi on travaille ensemble, ce vers quoi on tend.
Si on ne le sait pas, ben, c'est un peu peine perdue. Et là, ben, le changement, il sera encore encore plus difficile à impulser. Donc, avoir des objectifs communs, les définir, ça peut passer par un coaching ou par de la formation qui permet au manager d'avoir des éléments pour faire ressortir cela au sein de l'équipe. Avoir une valeur commune, des valeurs communes aussi. Les valeurs communes, qu'est-ce que ça permet? Ça permet de créer un espèce de cocon dans lequel on se retrouve tous. On a un cadre qui nous permet de travailler d'une certaine façon. Ce cadre est connu, auquel on adhère tous. Et si on n'a pas ce cadre-là, il peut y avoir des dérapages. Et c'est là où vous allez avoir un peu plus de tension entre des collaborateurs qui ne se connaissent pas, qui se retrouvent dans une nouvelle organisation. C'est vraiment définir c'est quoi, qu'est-ce qu'on se définit comme règle. Est-ce qu'on est dans du respect mutuel? Est-ce qu'on est dans le partage? Donc, tous ces éléments-là. Et la valorisation de chacun des compétences de chaque collaborateur. Donc, en résumé, quelques conseils. C'est, dans un premier temps, communiquer, communiquer et encore communiquer. Thibaut, en amont, tu as parlé du manager qui peut lui-même ne pas être convaincu par le changement. Cette communication passe aussi par là. C'est de dire, ben, ok, il y a ce changement-là. Moi aussi, je suis dans un processus pour le comprendre. Mais ce que j'ai déjà compris, c'est ça. Ces objectifs sont ceux-là. On va atteindre cela. Même si moi, en tant que manager, je ne suis pas encore totalement à l'aise avec ça. Donc, c'est vraiment communiquer dans la transparence pour se faire le relais de ce qui doit être fait. Parce que c'est le rôle du manager, être le relais. Donc, ça, c'est un des points sur lesquels j'insiste vraiment. Anticiper. Anticiper aussi, c'est anticiper les réactions. Pour ça, on doit connaître quelles sont les personnes au sein de l'équipe qui vont être le plus impactées par ce changement. Pour pouvoir anticiper leur réaction, se dire, bon, ok, lui, potentiellement, il va réagir comme ça. Tel est son tempérament, il y a des chances qu'il réagisse de cette façon-là. Pour pouvoir se préparer au mieux pour répondre à la personne, et avoir une bonne conscience de soi. Le manager, comme je le disais, on ne peut pas convaincre les autres, on ne peut pas avoir une bonne communication avec les autres si déjà on ne se connaît pas avec soi-même. Si on ne se connaît pas soi-même, comment on va réagir, on ne peut pas le faire, on ne peut pas convaincre les autres. Donc, c'est me connaître moi, savoir comment je vais réagir face à une forme de réticence que peut avoir mon collaborateur. Donc, voilà, le manager, bien sûr, ça, je l'ai déjà dit en amont, il va jouer la carte de la proximité. C'est lui qui est au contact des équipes de terrain. C'est lui qui les connaît. C'est lui, c'est lui qui peut faire ça. Et pour finir, comme je l'ai dit, ne pas chercher à convaincre. Ne pas chercher à en convaincre, écouter son équipe et évoluer avec elle dans le changement. Tout ça pour les motiver au maximum, pour avancer ensemble et voilà, s'appuyer sur cette équipe qui a des compétences, qui a des qualités et qui peut vraiment apporter à l'équipe, en tout cas à l'organisation de manière globale, pour atteindre son objectif. Et tout cela dans un état, dans un climat de bienveillant, dans un climat de bien-être, et pour que le changement ne soit pas subi ne soit pas un échec justement, et qu'il ne soit pas subi, mais qu'il soit conduit par l'ensemble de l'équipe. L'implication des collaborateurs n'est pas la seule responsabilité du manager. C'est pas de sa seule responsabilité de manager. Justement, c'est là où des erreurs sont souvent commises dans la conduite du changement. C'est que la direction, quand elle prend une décision, elle ne pense pas à impliquer le plus tôt possible les collaborateurs. On arrive avec une décision, ok, vous devez faire ceci et ça va se passer comme ça à telle deadline. Donc là, forcément, ça va mal se passer. Donc, dans l'idéal, il faut impliquer le collaborateur, mais c'est aussi l'intérêt de suivre des formations dans la conduite du changement. Mais vous avez différentes étapes où il est plus propice d'impliquer le collaborateur. Est-ce que quand vous allez faire votre analyse de désistant, qui est de savoir, ok, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, quel est l'impact qu'aura ce changement, comment ça va s'organiser. Là, bien sûr, il n'est pas forcément, en tout cas pour ma part, il n'est pas forcément obligatoire d'impliquer les collaborateurs. Mais quand vous allez passer à une étape où vous devez relayer l'information, où vous devez convaincre d'une certaine façon, gagner l'adhésion, je préfère le terme, il est important d'impliquer. Parce que justement, en impliquant les collaborateurs, c'est là que vous allez identifier des solutions qui permettent d'avancer un peu plus vite. Parce que les collaborateurs, en tant que personne, en tant que manager, on n'a pas la science infuse. Et en tant que direction, on a une vision, mais on n'a pas forcément toutes les solutions, tout simplement parce qu'on n'est pas sur le terrain.
Donc, impliquer, bien sûr, c'est possible de le faire et la direction, elle doit impliquer, mais elle doit le faire à des échéances précises, j'ai envie de dire, à des étapes précises. Sinon, on va être aussi dans la dérive et il peut y avoir une incompréhension. Non, en fait, tout cela doit se faire en bonne intelligence, en sachant de quoi on parle, et c'est quoi l'objectif de l'implication. Impliquer pour impliquer, ça apportera pas des résultats, mais il y a des étapes à le faire et savoir qu'est-ce qu'on vise par cela, pourquoi on implique. Si j'ai un conseil à donner, c'est communiquer. Encore communiquer sur ce que vous faites, sur pourquoi vous faites les choses. C'est important de donner un sens. Donc, c'est vraiment être dans une dynamique de communication pour être à l'écoute, parce que la communication, c'est pas juste parler, c'est être à l'écoute de vos collaborateurs et leur faire un retour qui prend en compte leurs besoins, leurs motivations, mais vraiment communiquer pour les accompagner dans le changement, mais aussi tout simplement rentrer dans un esprit collaboratif et voilà, de construction avec eux. Donc, c'est ce que je peux dire. Parfait, merci Dorine.